cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux. J'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle rencontre à Uzès, la 3e de suite pour un épisode de ZTO après les 2 épisodes précédents avec Jean-Philippe de Tonac. Et aujourd'hui, c'est une joie d'y rencontrer celle qui en fait est à l'origine de ma découverte d'Uzès, comme de son ami Jean-Philippe de Tonac. Sandrine Chenives, bonjour. Bonjour Guillaume Devoux. Merci Sandrine d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir fait pour le coup découvrir Uzès, cette population incroyable. On en parlait avec Jean-Philippe il y a en quelques semaines. J'ai eu 3 invités de ZTO, Éric de Kermel, vous, Jean-Philippe. Et j'entends qu'il y a beaucoup d'autres personnes. Qu'est-ce qui se passe sur cette terre? J'ai posé la même question à Jean-Philippe, mais j'étais curieux de connaître votre réponse, qui fait qu'il y a tant de personnes intéressantes qui se rencontrent. Et je le sais parce que vous avez une vie ici très, très dense. Alors moi, je suis là depuis 4 ans et demi. J'habitais de l'autre côté du Rhône, en Provence, et donc j'ai franchi le Grand Cap, 45 km. Mais de passer d'un côté à l'autre du Rhône, c'est effectivement entrer dans un autre monde. Ah oui. C'est un monde que j'ai connu tout enfant parce que je vivais à Vezenobre, qui est un petit village pas très loin en allant vers les Cévennes. Et du coup, le Gard est effectivement un endroit tout à fait surprenant, très empreint de toute la culture aussi cévenole et du climat. Cévenol qui parfois nous envoie de violentes pluies qu'on appelle des épisodes cévenols. Et puis il y a ici effectivement Uzès, c'était une ville je crois un peu oubliée dans les années 70, et puis il y avait pas mal de, moi je ne l'avais pas connue vraiment dans ces années-là, une ville qui a été magnifiquement restaurée, je crois grâce à Malraux d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Et oui, je crois que c'est lui qui a beaucoup participé à sauver nombre de nos centres-villes en leur redonnant toute leur lumière et leur valeur historique. Et puis, pour ce qui est des habitants de l'Uzès et des amis merveilleux qui m'entourent ici, c'est vrai que c'est un vivier de personnes fécondes et passionnantes. Il y avait donc depuis très longtemps Jean-Louis Trintignant, Nadine Trintignant qui vivaient là. Donc je pense qu'il y a eu aussi dans leur entourage déjà des premières graines de semer. Et bien d'autres que je ne connais pas forcément, des artistes et des personnes qui vivent d'ailleurs très cachées dans les recoins de l'Uzès, qu'on appelle la petite Toscane, qui est un endroit vraiment de grande beauté. Et le Gard est très très vert, contrairement à la Provence. Oui. Donc il y a un sentiment de haute spiritualité, de conscience élevée et de verdure fraîche quand on arrive de Provence, voilà, qui fait beaucoup de bien et contribue à donner cette sensation d'entrer dans un nouveau monde. Complètement. Et puis j'ai découvert en fait que le pont du Gard était tout près. Oui, tout près. Je pensais que c'était plus proche d'Avignon, mais en fait, c'est plus proche d'Uzès. Oui, c'est à 10 minutes en voiture d'ici. Voilà. Sandrine, nous nous étions rencontrés à Paris cet hiver pour un épisode qui a marqué un tournant, je dois le dire, dans l'histoire du podcast ZTO, parce que c'était la première fois qu'on approfondissait le sujet si important de la psychanalyse transgénérationnelle. Ce sujet, on l'avait évoqué à l'occasion de la sortie de votre livre « La forteresse des âmes mortes », un livre qui nous fait plonger au cœur des traditions ancestrales chinoises, du chamanisme, du taoïsme. Un livre événement qui vous l'avez sorti à l'hiver dernier. Oui, il est sorti en octobre 2024, publié chez Actes Sud dans la collection Voix de la Terre, qui est dirigée par Sabah Rahmani, qui est une merveilleuse anthropologue et qui défend les peuples racines, qui est elle-même d'origine franco-berbère et héritée de toute une lignée soufie. Et donc elle défend magnifiquement les livres de sa collection avec des choix très courageux. Oui. C'est un phénomène, ce livre. Peut-être que vous êtes la personne la plus mal placée à qui je puisse poser la question, mais je la pose quand même. Est-ce que vous expliquez le phénomène autour de ce livre et son succès? Parce que il y a eu plusieurs rééditions depuis. Oui, il y a eu plusieurs rééditions et c'est vrai que le livre a démarré très très vite avec aucune presse, à part le podcast donc de Métamorphose avec la merveilleuse Anne Guéquière qui nous a interviewé Juliette Binoche et moi à ce moment-là. Et puis il y a eu votre podcast aussi qui a fait un effet boom aussi dans les ventes du livre. Et puis voilà, après il y a commencé à y avoir quelques presses avec notamment un très bel article dans les Inrecuptibles au mois de mai. Et puis dans le monde des religions aussi et d'autres podcasts aussi. Et ce qui explique le phénomène, je ne sais pas, parce que je suis totalement surprise, abasourdie. C'est un livre
dont j'imaginais qu'il n'intéresserait qu'une petite communauté d'amoureux de la Chine ou du taoïsme. Et ça dépasse complètement ces frontières-là. Je reçois de très, très nombreux courriers de lecteurs et de lectrices, énormément de messages sur Instagram, dans mes courriels, qui sont profondément émouvants, et les gens s'ouvrent et me racontent en fait ce que produit le livre en eux. Alors peut-être ils s'adressent aussi un peu à la psychanalyste en même temps, mais c'est très 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 émouvant et très puissant. Voilà, je suis moi-même très très surprise et en même temps je comprends pourquoi. C'est-à-dire que ce livre, il arrive peut-être dans un moment, et c'est pas le seul livre. D'ailleurs, il y a d'autres livres qui viennent nous parler de nos morts, qui étaient restés jusque-là complètement invisibles, et que l'homme moderne, depuis, on va dire peut-être le siècle des Lumières, avait vraiment laissé de côté ce rapport très très important, fondamental à la mort, à sa propre mort et à ses défunts. Voilà, donc c'est comme s'il avait oublié vraiment l'origine même de son mystère, et je crois qu'aucune civilisation ne s'était négligée à ce point que la nôtre, en coupant ses racines avec son propre mystère, alors que la question du transgénérationnel, c'est-à-dire du rapport à nos morts, elle existe dans toutes les civilisations traditionnelles. Et elle existait chez nous. Et elle a existé chez nous avant le siècle de lumière. Alors bien sûr qu'il y a eu l'Inquisition, il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais voilà, la modernité, c'est détourné de cette mort sur laquelle elle a mis le masque de la peur, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc c'est pourtant quelque chose de fondamental auquel on revient par la force des choses. Et je crois que cet événement que nous avons vécu planétairement et collectivement, comme le Covid, qui nous a mis face à la mort, et surtout face à la malmort, d'une manière extrêmement abrupte, violente et totalement inattendue, où nous étions absolument désemparés dans bien des régions du monde, et surtout dans les sociétés modernes, hypermodernes. Tout d'un coup, on a eu une sorte de grand retour de boomerang dans ce rapport à la mort, et avec donc des décès brutaux, des listes de morts qu'on nous égrenait au gré de la journée, sur les radios, dans les télés, etc. Et puis un manque, une impossibilité, une interdiction d'accomplir le moindre rite, pour peu qu'il y ait encore des rites possibles, etc. Donc le non-accompagnement de nos mourants, de nos morts. Et ça a été un immense choc, comme aussi un grand réveil je crois que ça a bousculé la vie de beaucoup de monde qui se sont posé la question du sens de la vie, du sens de leur vie, et qui a généré parfois des grandes remises en question. En tout cas, je pense que cet événement-là, il est vraiment important dans une nouvelle prise de conscience et un retour à la question du sens de la mort et du sens donc de la vie, les deux étant totalement liés. C'est vrai que c'est très présent chez nous. C'est, pour l'anecdote, quand je suis venu en voiture dans le Grand Sud avant-hier, j'allais d'abord vers Manosque, et j'ai traversé un village qui s'appelle Malmort. Ah oui. Alors il y a deux ailes, mais oui, il y a deux ailes. Il y a deux ailes. Effectivement, il n'y a pas de lien. Mais ça peut peut-être quand même être en lien avec la Malmort. Moi, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé. Mais voilà. Peut-être. Parce que je me posais également cette question. Ces rituels funéraires existaient chez nous. C'est étonnant aujourd'hui d'apprendre de la Chine, de recevoir de la Chine, grâce à vous, Sandrine Chernives, un héritage qui dormait aussi en Chine, mais qui peut-être dormait moins que chez nous. Est-ce que c'est un petit peu comme ça qu'on peut voir ce phénomène? Enfin, à travers vous, c'est par la Chine, mais vous n'êtes pas la seule à parler de psychanalyse transgénérationnelle. Mais c'était très fort chez vous, et ça venait de Chine. Oui. C'est vrai que les Chinois ont toujours accordé un très très grand soin à leur mort, mais pas que les Chinois, dans toutes les sociétés traditionnelles. Dans toutes les sociétés traditionnelles, que ce soit le monde amérindien, le monde africain, le monde australien, le monde asiatique, on accorde le Moyen-Orient, on accorde une immense importance à la relation à nos morts. Donc en Chine, il y a le très très ancien culte des ancêtres qu'on rattache au confucianisme, qui sont là les bons morts, les vivants de l'au-delà, auxquels on rend un culte quotidien. Et c'est pour ça qu'il était si important dans les familles chinoises d'avoir un fils, parce que c'est le fils qui est le seul détenteur de la perpétuité, de la continuité du culte, qui se transmet de fils en fils, cette responsabilité-là, toute la piété filiale. Et s'il n'y a pas de culte envers ces bons morts, eh bien, ils deviennent des âmes errantes. Donc, c'est le fait de les nourrir qui les garde sur leur piédestal. Et donc,
Après, il y a effectivement la catégorie des malmorts qui sont des morts, voilà, qui ont subi une mort. Je le redéfinis pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu la première émission, qui sont des morts qui ont subi une mort brutale, violente, vécue comme totalement injuste par leurs proches vivants, et puis peut-être par eux-mêmes tels qu'ils sont imaginés par les vivants, se sentant arrachés brutalement à un cycle de vie de façon inattendue et prématurée, violente, etc. Et donc, ces âmes-là sont considérées comme étant errantes. D'ailleurs, on avait la même croyance dans nos sociétés anciennes, nous aussi en Europe. Et d'ailleurs, on en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'on parle à nouveau de maisons hantées, de phénomènes, voilà, il y a tout d'un coup des nouvelles professions, enfin d'anciennes professions qui réapparaissent, des géobiologues, des passeurs d'âmes, des personnes qui sont de plus en plus en lien avec par-delà les frontières subtiles avec les mondes invisibles et qui nous permettent de chevaucher ces frontières-là et de faire lien. Il y a aussi toute une littérature qui apparaît et qui parle de ça d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas qui nous montre qu'il y a vraiment une quête autour de comment se relier à nos morts. Delphine Orviller, Vivre avec nos morts. Je crois que c'est Grégory Laplace qui a écrit la voix des fantômes, qui nous parle justement de ces fantômes qui débordent et qui reviennent dans le monde vivant. On est vraiment dans cette logique de l'âme errante. Et puis il y a Vinciane Després avec ce très beau livre Au bonheur des morts qui interviewe plein de gens sur la manière dont ils se relient à leur mort, avec l'attention portée sur des synchronicités, sur des signes qui arriveraient de l'au-delà, etc. Et alors moi, plus pragmatiquement, dans ma pratique de psychanalyste transgénérationnelle, j'accompagne les patients dans un voyage dans l'au-delà. C'est ce que je leur dis toujours et je le dis aussi aux stagiaires. Là, je viens d'accomplir deux beaux stages sur le roman familial et les histoires de vie à la Chartreuse Forteresse de Pierre Châtel. Je suis au courant, j'ai des retours d'auditeurs de ZTO voilà, qui y étaient. Absolument, il y en a un qui est venu jusque-là en longeant des précipices. Eric oui. Régent. Et effectivement, quand on commence à tracer sur une grande feuille, à retrouver, à chercher des noms, à inscrire des noms, des dates de naissance, des dates de mort, à réaliser plein de choses que l'on ne voyait pas comme ça dans le flou de la mémoire familiale, mais lorsqu'on l'inscrit, tout d'un coup, on voit des tas de choses, des anomalies, des secrets, des zones d'ombre qui commencent à percer. Le simple fait de faire cet aller-retour entre soi, ce qu'on est en train de vivre, les héritages que l'on peut porter, qui nous empêchent, qui nous bloquent, et puis d'aller faire ce travail en allant nommer ces ancêtres qu'on n'a jamais connus. On a juste des noms, parfois des photos que l'on retrouve. On ne connaît pas leur existence. On ne connaît pas leur existence, on ne sait rien de leur existence. Et les gens disent, mais c'est extraordinaire, parce que tout d'un coup, je me connecte à cet ancêtre dont on m'a jamais parlé. Tout d'un coup, j'ai des rêves qui me viennent. Tout d'un coup, je travaille beaucoup avec l'écriture automatique et l'écriture médiumnique. Donc, et il y a des textes extraordinaires qui arrivent dans le flux de ce travail. Et ça, ce sont comme les voyages chamaniques. On peut faire une analogie. Ce sont des voyages dans l'au-delà où on va contacter nos ancêtres par des biais qui peuvent être effectivement dessiner l'arbre, écrire un texte et toute cette parole dans laquelle on essaye de remettre ensemble, de remettre en perspective les petites bribes d'histoire de vie que l'on... Voilà, un très bel exemple actuellement dans le monde littéraire, c'est le livre de Adèle Yon. Mon vrai nom est Elisabeth, qui est un livre absolument formidable parce qu'il illustre tout ce que je viens de dire. Elle parle, elle fait une magnifique enquête. C'est un phénomène, ce livre aussi. Et c'est une quête, c'est aussi un phénomène. Et voilà, inquiète justement d'être peut-être porteuse de ces troubles, de ces troubles mal définis, jamais parlés, non dits, autour de cette arrière-grand-mère dont on dit qu'elle était folle, mais on n'en sait pas beaucoup plus, on n'en dit pas beaucoup plus, on n'en parle surtout pas car c'est un non-sujet dans la parole familiale, et elle qui est inquiète, comme la plupart de ses cousines, d'être peut-être héritière de cette folie et qui a besoin d'aller comprendre. Et c'est bien ce qu'elle fait. Elle va mettre à jour des documents, des lettres. C'est très très beau les lettres qu'elle publie de son arrière-grand-mère en échange avec son arrière-grand-père. Et c'est des lettres. Cette femme, elle est d'une intelligence merveilleuse, elle a un sens de la vie, elle pas face à un futur époux qui a l'air plutôt rigide et qui veut la plier un petit peu à sa propre vision de la femme, et elle s'en inquiète déjà. Elle lui propose d'être amis avant même d'être amant ou amoureux, pour se comprendre l'un l'autre. Pour elle propose vraiment une intelligence, une relation qui s'inscrit dans une intelligence émotionnelle et relationnelle vraiment très touchante. Et puis quand on voit ce qui lui arrive et ce qui arrive à beaucoup de femmes
Moi, je vois beaucoup de ça dans l'Arbre. Des femmes qui ont été séquestrées, entre guillemets, parce que elles avaient des velléités juste d'être elles-mêmes, de pouvoir s'accomplir, et elles étaient en permanence, on leur coupait les ailes depuis l'enfance. Et souvent, elles se mariaient pour échapper à une famille, à un père très autoritaire qui les défavorisait par rapport aux fils qui pouvaient faire des études. Et elles étaient tout aussi brillantes et artistes et créatives, et elles se retrouvaient donc séquestrées dans une cage intérieure. Et le mariage était un peu la voie à l'époque, il n'y avait pas 30 000 voies, et c'était un peu la voie d'escapade, et pour parfois retomber qui n'en était pas forcément une. Voilà, qui n'en était pas forcément une. Donc ça, ce sont des tragédies que vivent les femmes et qui traversent les lignées de part en part. Ça, je le vois presque dans tous les arbres de mes patients ou stagiaires. Cette souffrance des femmes, avec en plus les enfantements, les accouchements parfois répétés. Donc voilà, il y avait le corps de la femme était comme une sorte de machine à produire des enfants parfois, et sans aucun respect pour un rythme biologique ou un repos. Ou d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à l'arrière-grand-mère de Ada Lyon. Elle est même en psychiatrie où elle est internée pendant 12 ou 13 ans, son mari continue à visiter, et elle est enceinte chaque année. Et, voilà, les médecins disent que c'est peut-être comme ça qu'elle va pouvoir retrouver l'équilibre, et en fait elle s'enfonce de plus en plus, sachant tout ce que l'on sait aujourd'hui sur la défaillance que peut connaître une femme, la défaillance, la fragilité psychique qu'elle peut connaître parfois à l'issue d'une grossesse et d'un accouchement. Et donc, c'est vrai que c'est effrayant d'aller contacter ça. Donc ça, c'est un exemple, celui de la femme, mais il y a des drames aussi chez les hommes qui ont été envoyés à la guerre, qui ont été empêchés d'exprimer leurs émotions, donc qui ont dû se brider dans une sorte de vision, d'ailleurs souvent soutenue par leur mère, qui les éduque dans cette image-là de l'homme qui était le modèle de ces époques-là, un homme un peu plus patriarcal que celui qu'on trouve aujourd'hui, qui est plutôt dans la recherche de se relier, de se réconcilier avec sa part de féminin, et ce qui donne des choses vraiment très belles. Sandrine, quand on parle de psychanalyse transgénérationnelle, et depuis que j'ai découvert cette pratique, ça fait pas très longtemps, vous comprenez qu'elle peut susciter pour certains, un certain public, une certaine réserve, qui sont habitués à la psychanalyse, j'allais dire, habituelle, jungienne ou freudienne, par exemple, même si jungienne, il y a sans doute des passerelles, avec une psychanalyse qui est plus institutionnelle, plus académique. Cette psychanalyse transgénérationnelle l'est tout autant. Comment s'entend-elle avec la psychanalyse instituée? Moi, il m'arrive régulièrement d'avoir des collègues, confrères, consoeurs psychanalystes qui m'envoient leurs patients parce qu'ils me disent là, je sens que je peux pas aller plus loin. Il y a quelque chose qui se joue au niveau du transgénérationnel. Voilà, donc ça dit tout. Freud n'a pas vraiment abordé la dimension transgénérationnelle. Lui, il s'est vraiment centré sur le vécu de la petite enfance, et tout au plus, il évoquait les grands-parents. Il y avait pour cela une raison aussi dans sa propre histoire de vie. Il y avait un scandale au niveau d'un grand-oncle, je ne sais plus exactement, avec des malversations financières qui avaient obligé la famille à fuir. Donc bref, c'était pas forcément un sujet qu'il avait envie d'aller explorer. Ferenczi et Jung ouvrent la voie, notamment Jung, en parlant d'un inconscient collectif. Ceci dit, il a pas non plus défini la notion de conscience collective, etc., mais il ouvre vraiment la voie et beaucoup de passerelles vers cette dimension-là. Il y a Françoise Dolto qui nous parle aussi, qui nous dit voilà, tout ce qui est tu à la première génération réapparaît sous forme de symptômes à la deuxième génération, voire même à la troisième ou à la quatrième, ça c'est moi qui l'ajoute. Et le disciple de Françoise Dolto, qui est Didier Dumas, un des disciples, qui est un homme formidable, qui était psychiatre et qui travaillait en hôpital de jour avec des enfants autistes et psychotiques, et qui fait un travail exceptionnel avec le transgénérationnel. Il s'intéresse aussi beaucoup au chamanisme. Il est lui-même acupuncteur, il est donc formé en médecine chinoise, et il comprend tout de suite que de travailler avec des enfants autistes et psychotiques ne peut pas se faire sans la famille. Donc il convoque toute la famille, et ce sont des séances qui se font avec la famille. Et donc il a écrit un très beau livre qui s'appelle L'ange et le fantôme. On retrouve notre cher mot fantôme, dans lequel il décrit des cas cliniques de ces enfants. Donc c'est passionnant à lire parce que on voit bien justement comment agit le transgénérationnel.
Et puis après, il y a un livre maître qui est L'écorce et le noyau, écrit par Nicolas Abraham et Maria Torok, 2 psychanalystes hongrois, qui eux vont développer en 78 le concept de fantôme psychique. Donc le fantôme psychique, c'est un secret de famille qui a été tu. C'est comme une sorte de crypte, quelque chose qui est encrypté, quelque chose qui ne peut pas être parlé, une souffrance qui est donc enfouie, enterrée, encryptée. Donc quand on parle de souffrance, on parle d'un être qui a été porteur de cette souffrance et qui n'a pas pu donc vivre son destin. Donc on parle beaucoup du destin dans le transgénérationnel. Ce sont des destins brisés, contrariés. Et donc ce traumatisme qui peut être de toutes sortes, ça peut être une maladie honteuse. Dans certaines périodes, c'était la tuberculose. Les gens disparaissaient dans des sanatoriums, on ne savait pas du tout où ils étaient partis, on n'en parlait pas. Donc tout d'un coup, on voyait plus l'oncle Jacques. Ou la sœur Mathilde, etc. Ça peut être tout ce qui est de l'ordre, de toute façon, tout ce qui est de l'ordre déjà de la mort et de la sexualité. Donc la mort, c'est la malmort, donc les morts injustes, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis au niveau de la sexualité, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'inceste, qui avant tout, avant d'être un inceste, est un viol, parce qu'on parle toujours du mot inceste comme si c'était un truc moins grave que le viol, mais c'est avant tout un viol. Donc et puis le viol qui a aussi souvent lieu, on retrouve beaucoup de filles mères, ces restes mystérieux qui sont dans les états civils, et elles sont tout de suite mariées à quelqu'un d'autre, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une zone de mystère là-dessus, mais ça ressort au niveau de la 2e, 3e, 4e génération par des symptômes. Donc tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui a été tu, reste comme une mémoire vive, une mémoire agissante, et qui va se rappeler au souvenir de la famille. Il faut imaginer la famille comme étant, d'abord un inconscient collectif, c'est comme un grand tissu transgénérationnel qui vibratoire. Donc c'est pour ça que les patients ou les stagiaires, quand ils font ce travail dans leur arbre, et d'ailleurs je reçois plein de messages des stagiaires de Pierre Châtel, là, qui ont créé un groupe WhatsApp qui continue à échanger sur ce qui se passe dans le post-stage. Et ce qui est fascinant, c'est tout ce qui se passe. C'est des synchronicités, une mère et son fils qui ne se parlaient plus depuis 10 ans, qui tout d'un coup quelque chose se renoue. Enfin, il se passe beaucoup de choses parce qu'en fait, dès qu'on met un petit, c'est comme une aiguille d'acupuncture sur le corps. On va pas mettre des aiguilles d'acupuncture partout où il y a des blocages d'énergie. On va mettre une aiguille à quelques endroits et ça libère l'énergie d'un organe énergétique qui va donc libérer l'autre, etc. Donc il y a une sorte de système, on est dans un système. Eh bien, le grand corps inconscient collectif transgénérationnel, c'est la même chose. Donc parfois, il suffit d'aller traiter un trouble, une zone d'ombre, pour que quelque chose bouge dans l'ensemble, comme un tissu vibratoire dans lequel, comme ce que nous apprend aussi la physique quantique, c'est quand on fait bouger quelque chose là, ça a forcément une incidence sur l'ensemble du tissu auquel tout le monde est relié. Donc c'est ça qui est assez fascinant dans ce travail. Et jusque-là, c'est vrai qu'on pouvait dire mais là c'est transgénérationnel, ils sont un peu olé olé. Olé olé. Et ben en fait, heureusement, aujourd'hui maintenant, l'épigénétique nous démontre que c'est pas du tout du flan. C'est quelque chose de très 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 précis et que on observe que dans l'ADN, par exemple, d'une arrière-arrière-grand-mère, imaginons qui aurait subi un viol, on trouve la trace, l'empreinte génétique de ce traumatisme dans l'arrière-arrière-petite-fille qui elle-même n'a jamais été au courant, voilà, et que cette trace est beaucoup plus puissante. C'est-à-dire que moins on le dit, plus les générations passent et plus ça reste dans le silence et enterré, plus ça devient à vif, aigu et ça se rappelle par des syndromes de plus en plus forts. D'où l'importance d'être très à l'écoute de ce qui nous arrive, des symptômes, des symptômes ou des accidents de vie, enfin de ce qui peut venir tout d'un coup nous poser question lorsqu'il y a des blocages, des empêchements, des peurs, des phobies. Tout ça, ce sont des signaux très importants et qui nous viennent de l'au-delà quelque part, évidemment, puisque c'est à travers cette résonance vibratoire du tissu transgénérationnel que se transmettent ces... Voilà, Nicolas Abraham et Maria Torok, ils définissaient le fantôme psychique comme cette lacune laissée en nous par le secret des autres. Voilà. Donc, ça veut dire que ce qui n'a pas été dit génère comme un trou noir qui va nous hanter. On est hanté par un secret laissé plus haut, quelque chose qui n'a pas été élaboré, énoncé, n'a pas été soigné, guéri, bercé, clôturé, achevé. Tout ce qui est de l'ordre de l'inachevé, qui est resté comme ça, ouvert et bréché, nous hante.
Et ça, il y a eu plein d'études en psychologie dans les années 50 sur cette question de comment l'inachevé agit psychiquement sur nous. Donc, on n'est pas fait pour laisser les choses inachevées. Vous pouvez pas laisser une tombe ouverte sans avoir jamais refermé la tombe parce que y a quelque chose qui n'est pas clos et qui fait qu'on ne peut pas continuer à avancer. Donc, on est empêché d'avancer lorsque quelque chose n'est pas clos. Et bien, voilà. D'où l'importance des rituels qui ont aussi beaucoup disparu dans nos sociétés actuelles. Mais qui ne manquaient pas. Et qui ne manquaient pas parce qu'on était tellement sous le joug, endormis par l'attraction phénoménale de la consommation, surconsommation, qui pouvait laisser croire, comme une sorte de dogme, qu'elle venait combler tous nos manques. Voilà. Et finalement, est-ce que matériellement, le fait d'être comblé matériellement résout nos mystères? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et c'est pour ça, je pense que le transgénérationnel, depuis plus d'une trentaine d'années, reprend vraiment du flambeau. Et la question, c'est pas, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que le transgénérationnel réapparaît soudain dans nos sociétés? C'est plutôt, pourquoi est-ce qu'il avait aussi abruptement disparu? Quand vous employez le mot du matérialisme, Sandrine Chenives, c'est vrai que nous provenons d'une civilisation profondément rationaliste, matérialiste. La psychanalyse transgénérationnelle, quand vous parlez de médium, vous parlez de fantômes, on est dans des domaines, j'ai employé tout à l'heure l'expression olé olé, mais on est dans des domaines qui peuvent faire peur, qui sortent carrément du matérialisme et du rationalisme, qui là ont des liens. Est-ce que vous pensez que la psychanalyse transgénérationnelle, particulièrement dans un pays comme la France, qui est particulièrement frileux en général par rapport à toutes les avancées scientifiques et médicales, je pense par exemple aussi à l'autisme qui était tellement méconnu en France, est-ce que cette légitimité est gagnée maintenant ? Je pense qu'elle est gagnée et qu'elle est validée justement par l'épigénétique et puis le nombre d'ouvrages qui paraissent sur la question, le nombre de demandes. Depuis que le livre est sorti, je reçois énormément de demandes de consultation ou pour des ateliers ou pour des stages. Donc il y a un très très grand intérêt pour ça et comme une urgence, je dirais presque une urgence à mettre quelque chose en ordre. Il y a vraiment une conscience il y a quelque chose qui s'est libéré. En fait, on est quand même c'est Bauman qui nous parlait de la société liquide. Donc c'était une société qui était jusqu'à l'époque peut-être de nos grands-parents, qui était très très ordonnée, il y avait la religion, l'école, il y avait des valeurs piliers qui encadraient tout était encadré et surtout il y avait effectivement le nom du père qui orientait aussi le destin familial de ses enfants en fonction d'une image familiale. C'est pour ça que j'appelle mes stages et mes ateliers roman familial et histoire de vie, parce que le roman familial, c'est une sorte d'adhésion, je dirais même une adhérence à un projet dont on sait même plus à quand il remonte et quels sont les tenants et aboutissants, mais qui fait que on doit, quelque part, on est pris dans une sorte de pacte de loyauté avec quelque chose d'un roman familial qui doit, garder, faire bonne figure. Je prends toujours l'exemple de ce film The Truman Show, qui est le nom là du réalisateur m'échappe, mais le personnage principal est joué par Jim Carrey. Bien sûr. Et c'est extraordinaire parce que pour moi, c'est vraiment la métaphore du transgénérationnel et de ce système. Enfin, la famille étant le système le plus puissant auquel on puisse appartenir. On appartient à plein de systèmes. Le système sociétal, le système solaire, le système culturel. On est tous reliés à des systèmes qui sont reliés à d'autres systèmes. On est à la frontière entre deux systèmes. Enfin, on est forcément reliés à des appartenances multiples. Mais notre premier système d'appartenance, c'est la famille, et qui est extrêmement puissant puisqu'il y a ces injonctions. C'est ça qu'on observe, qui peuvent traverser 3-4 générations, où un arrière-petit-fils va quelque part orienter son destin malgré lui, croyant choisir sa vie pour réparer finalement celui de l'arrière-arrière-grand-père. Il y a des maladies qui sautent des générations et qui viennent rappeler une mémoire ancienne. Donc justement, ces fameuses mémoires vives qui n'ont pas été choyées, reconnues, liées à des souffrances. Et donc dans ce film de The Truman Show, donc j'ai fait une petite digression, lui, il est né sur un immense plateau de télé-réalité, et en fait, tout ce qui se passe autour de lui dans sa vie
est faux. C'est-à-dire, ce sont que des acteurs, des équipes de films, etc. Et du coup, on est vraiment... il ne s'en rend pas du tout compte, il pense vivre sa vie, et c'est lorsqu'il tombe amoureux d'une fille qui, elle, est complètement de ce système, qu'il prend conscience, il va peu à peu s'éveiller à sa vraie réalité. Donc c'est ça, le travail aussi avec le transgénérationnel. C'est dans quoi on est pris, à quoi on obéit, qu'est-ce qui a façonné notre destin, à quelle loyauté on répond de façon totalement inconsciente. Qu'est-ce qu'on répare? Et je fais toujours une grande différence entre ce que l'on répare et qui nous tient prisonniers de ces loyautés et ce que l'on transforme, où là, voilà, on redevient soi et on est donc plutôt dans une loyauté envers ce qui est notre être profond, notre conscience supérieure. Le transgénérationnel, surtout avec vous, Sandrine, c'est fascinant, c'est envoûtant, et on se sent tous appelés, interpellés par cette question. Et en même temps, je pense aux auditeurs qui sont un peu déroutés par ces révélations et tout ce qu'ils peuvent effectivement découvrir et qu'ils sentent qu'il faut qu'ils découvrent. Quel conseil leur donner pour ceux qui sont justement un petit peu déroutés? Vous avez parlé de chaman, vous avez parlé de médium. Je posais cette question d'ailleurs récemment à Jean-Philippe de Tonac aussi. Quel type de discernement pratiquer? Alors, on peut aussi choisir un psychanalyste transgénérationnel. Quel conseil donneriez-vous? Parce que là, on est quand même dans des domaines très nouveaux. Oui, il y a beaucoup de propositions. Et qui peuvent aussi susciter une certaine méfiance. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a... Alors, ce qui est assez fascinant de voir, c'est cette... quand on regarde les lieux qui accueillent des groupes, qui accueillent des stages, des formations, le nombre de propositions, beaucoup en lien avec le chamanisme, qui apparaissent, qui proposent des stages en tous sens. Et alors, c'est sûr que là-dedans, il faut être un petit peu méfiant et un peu savoir... qui on suit, parce qu'il y a évidemment du coup des sortes de formations qui se font assez rapidement et je veux dire qui évidemment sur un plan éthique peut être dangereux parce comme que partout il y a des charlatans. Tout voilà, c'est aussi. ça. Ça peut être dangereux parce que d'accompagner, ne serait-ce que d'accompagner quelqu'un à boire le jus de cette liane qui permet d'avoir des hallucinations, la guayasca. Je sais pas si je le prononce bien, parce qu'à chaque fois, je le dis à l'envers. Non, vous l'avez bien dit, là. Et donc, voilà, moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires aussi, où tout d'un coup, ça pouvait déclencher des psychoses, selon l'état de la personne. Il n'y a pas forcément un suivi après. Donc, c'est quelque chose qui se passe dans un temps très court. Ça, c'est des pratiques chamaniques. Et donc, ce sont des pratiques chamaniques. Mais dans quel cadre elles se font? Moi, je suis toujours un peu, prudente avec des pratiques chamaniques qui appartiennent à un contexte culturel, à une société, à une manière de vivre, et qui vont être transposées comme ça de manière peut-être un peu trop rapide dans une culture qui n'est pas du tout prête à ça et qui en même temps a une soif de découvrir et de se relier à quelque chose parce qu'il y a une telle perte de sens qui est complètement liée. C'est l'autre versant de notre société ultra consumériste et capitaliste. Il y a une telle perte de sens, on arrive à un tel dessèchement intérieur que voilà, il y a une quête de spiritualité immense aujourd'hui qui se manifeste et qui tout d'un coup vient nourrir aussi répondre à toutes ces propositions qui se font parce que justement il y a aussi cet élan et cette demande. Donc ce sont des vases communicants. Donc c'est important de savoir exactement avec qui on travaille, le chemin qu'a fait la personne, la formation qu'elle a eue. Je pense que ce qui est très intéressant, c'est quand il y a des doubles formations, comme par exemple Didier Dumas, qui était à la fois psychiatre, psychanalyste, qui avait fait tout un parcours dans le chamanisme, qui était un acupuncteur aussi, donc qui travaille avec les énergies du corps corporel. Donc là, voilà, on a des formations qui sont très solides et qui permettent d'agir sur plusieurs volets par rapport à des personnes qui ne sont pas issues de ces cultures chamaniques. C'est Corinne Sombrin avec qui à un moment j'ai suivi un stage passionnant d'initiation à la transe qui nous expliquait que voilà la transe, ok, on avait été initiés, mais il était hors de question de s'amuser à la pratiquer avec des gens qui n'étaient pas initiés par ces créneaux-là, que c'était pas un jeu, que c'était d'ailleurs on était entourés, on était 80 et chaque groupe de 20 était entouré de 2 médecins, neurologues, psychiatres, psychologues ou médecins généralistes. Enfin, on était très encadrés, ce qui veut bien dire que dans une transe, il peut se passer quelque chose. Il peut tout d'un coup y avoir un accès psychotique selon justement la structure de la personne, selon ses vécus. Il y a des choses terribles qui peuvent tout d'un coup émerger et qui sont donc sans barrière. Donc ça, c'est très important d'y aller vraiment prudemment. Même chose avec la prise de substances hallucinogènes qui peuvent déclencher comme on le constate d'ailleurs chez nos jeunes. J'ai plusieurs amis qui ont où je connais de loin, ou parmi des patients, des jeunes qui ont
des jeunes de 15, 16, 17 ans et qui ont développé des schizophrénies, alors parce qu'ils fumaient énormément de shit, un shit qui n'est absolument pas dosé aussi légèrement que dans les années 70 et qui aujourd'hui est beaucoup plus puissant et qui peut donc chez des structures plus fragiles, à un âge où justement rien n'est encore stabilisé, déclencher, ouvrir des portes vers la schizophrénie, vers la psychose, etc. Et alors après c'est irréversible. Ensuite c'est les hospitalisations, des médicaments à vie. Enfin c'est terrible. Donc je veux dire c'est très important de l'encadrement et tout le chemin de formation de la personne. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est important que toutes ces pratiques puissent se relier, mais d'une manière vertueuse, sans qu'il y ait non plus le rapport au pouvoir, dans le fait qu'on peut emmener les gens dans un voyage. Tout ça, ça doit être travaillé. C'est-à-dire que le thérapeute doit avoir forcément fait un travail sur lui-même pour pouvoir être, je veux pas être dans des contre-transferts et ne être dans une position la plus neutre possible, la plus éthique possible dans cet accompagnement. Donc c'est assez passionnant de voir tous ces mouvements, toutes ces revues qui apparaissent, tous ces écrits, tous ces témoignages, parce que ça montre vraiment cet autre versant de ce vers quoi nous a emmené le capitalisme et qui nous a amené au bord de notre humanité, c'est-à-dire on est déshumanisé. Le rapport au temps est totalement bouleversé et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup le livre de ce jeune philosophe de Corée du Sud qui s'appelle Byung-Chul Han, qui a écrit un très très beau livre, mais plusieurs très beaux livres, mais celui-là que j'aime beaucoup, qui s'appelle La disparition des rituels, topologie du temps présent, et qui nous parle justement de l'importance du rituel. Mais je pourrais dire la même chose à partir de mon expérience chinoise et de tout ce que j'ai pu observer dans le taoïsme. L'importance du rituel, alors pas forcément un rituel religieux, ça peut être un rituel quotidien, parce que le rituel, il nous installe dans une durabilité. Le fait que le rituel soit amené à se répéter, qu'on se revoit à une certaine date, autour d'une certaine cause, avec certains objets, que ces objets sont là pour un certain moment, etc. Ça nous installe dans une durabilité par le simple fait que l'on retrouve quelque chose que l'on a déjà connu. Et donc, on s'installe dans un autre temps que le temps de la consommation, qui est un temps d'immédiateté, où tout est avalé, dévoré, et donc nous amène vraiment à une angoisse profonde, nous emmène à la peur du vide. Voilà. Pendant des siècles, les pratiques spirituelles étaient très encadrées par les religions. Là, vous parlez beaucoup, Sandrine Chenives, de chamanisme. Le chamanisme est une notion très présente dans votre livre, La forteresse des âmes mortes, et on voit à quel point même le taoïsme s'est imprégné du chamanisme qui était présent avant en Chine. En quelques mots, pour ceux qui sont aussi peut-être déroutés par le chamanisme en tant que tel, et qui se disent, d'accord, mais c'est, par exemple, l'Église catholique, qu'est-ce qu'elle en dit elle est sans doute pas tellement favorable. Comment orienter ou rassurer ceux qui sont intéressés, mais qui ont un petit peu peur? Alors, déjà, l'Église catholique, c'est très intéressant parce que il y a toujours eu un département des exorcismes, d'accord? Donc, il y a des prêtres exorcismes. D'ailleurs, vous en connaissez peut-être un. Oui. Que l'on connaît en commun. Oui. Et donc, moi, j'en ai rencontré. J'ai d'ailleurs interviewé un évêque ou des gens d'église très haut placés sur cette question-là, parce que ça me fascinait aussi tout ce qui se passait par analogie, dans notre propre culture. Et donc là, on a quand même il y a quelque chose qui est ouvert sur cette frontière un peu floue qui concerne qu'est-ce que c'est, de quoi on exorcise quelqu'un? Ce sont des possessions, donc des âmes errantes. Donc ça rejoint aussi le sujet de mon livre sur la question de la possession et des âmes errantes. Donc on a nos outils aussi qui étaient employés. Alors après, de quelle manière? En fait, nos druides étaient des chamans. Mais voilà, donc les druides, nos druides, c'est des puissants chamans, bien sûr. Et il y a encore une pratique druidite qui perdure en Bretagne, ça se transmet. Pourtant, elle a été bien éradiquée. Elle a été bien éradiquée, notamment au moment de l'Inquisition, et voilà, de la même manière que toutes ces femmes médecins, soignantes de notre Moyen-Âge. On en a parlé avec votre ami Jean-Philippe de Tonac, on a beaucoup parlé. Ouais. Et moi, je reçois aussi des courriers de prêtres. J'ai reçu quelques courriers de prêtres catholiques et qui me disaient que dans le livre La forteresse des âmes mortes, ils avaient trouvé des réponses qu'ils ne trouvaient pas dans leur pratique, dans leur foi ou dans les textes auxquels ils peuvent se référer, et que tout d'un coup, ça les avait rassurés et apaisés, notamment tout ce qui est en rapport avec la question de la mort.
Donc des réponses qu'ils n'avaient pas et qui apparaissent dans le livre. Donc dans cette autorisation à communiquer par-delà les frontières subtiles avec nos défunts. Et c'est une autre manière de les rendre présents parce que le but des rites mortuaires funéraires, ça a toujours été la séparation. C'est d'ailleurs ce que je raconte dans ce texte que je vous avais, cet article qui a été publié dans l'Homme, dont on parlera peut-être un jour, et ce qui parle des écrits, l'origine divine des écrits dans le taoïsme, la puissance des écrits talismaniques, et qui nous parle de ce mythe fondateur. Mais justement, en fait, on devait se rencontrer pour en parler, et on va en parler un petit peu. Effectivement, le mythe fondateur que vous évoquez dans La Forteresse des âmes mortes et dont nous avions touché mot lors de notre dernière rencontre, Sandrine Chonives, qui révèle en fait l'origine, ou une version peut-être mythologique de l'origine de l'écriture. Ouais, l'origine de l'écriture, mais aussi l'origine de l'homme, parce que ce mythe, c'est le mythe de Pangu, Pangu, qui était un démiurge, le démiurge Pangu, qu'on nommait l'indifférencié, le souverain primordial du centre. Donc lui, il représente un peu avant la création du monde, lorsque les énergies ne sont pas encore séparées entre le yin et le yang et que la dynamique du Tao n'a pas encore exercé son effet. On est dans le monde des souffles primordiaux, on pourrait presque dire d'avant le Big Bang. Et donc on a cette image, cette représentation d'un démiurge Pangu qui va être le premier à aider à mettre un peu d'ordre dans tout ça, et qui va subir une sorte de chirurgie mystique puisque les souverains de la mer du Sud et de la mer du Nord vont lui percer avec les meilleures intentions les 7 orifices du corps. Malheureusement, il ne survit pas à cette chirurgie et il va mourir le 7e jour. Voilà. Et donc, ce que raconte cette histoire, c'est que c'est par la transformation de son corps qu'est créé le monde. Ces larmes vont devenir un des très beaux poèmes qu'on retrouve dans les littératures taoïstes, vont devenir des fleuves. Son souffle va donner naissance au vent, sa voix va générer le tonnerre, sa pupille l'éclair, et toute la vermine qui dévore son corps à la suite donc de cette mise à mort malheureuse va devenir les humains. Voilà. Donc les humains seraient nés d'un cadavre. Donc c'est assez intéressant, et c'est un mythe qui va vraiment influencer la mystique taoïste, à la fois dans sa réflexion sur le corps étant vu dans la pensée taoïste et dans la pratique taoïste, et ça influence toute la médecine chinoise comme un paysage microcosme peuplé de dieux, un peu comme un substitut de l'univers, et ça va aussi influencer la mystique taoïste dans sa réflexion sur la mort. Le corps étant donc un vecteur de transformation des choses dans le processus d'évolution du non-être vers l'être. On a au 2e, 3e siècle un très beau livre qui s'appelle le Huangtingjing, le livre de la cour jaune, qui présente plein de techniques, c'est un catalogue de techniques physiologiques, dont le but est de supprimer la cause de la décrépitude, la cause de la mort, avec notamment de la mort du corps matériel. Donc avec des pratiques qui sont conseillées de maintenir, de nourrir le principe vital. Donc d'abord par une forme d'alchimie externe, c'est-à-dire par l'absorption de produits tels que le mercure, dont il pensait qu'à faible dose, voilà, ça régénérait la peau, ça la rajeunissait. Et puis après, très rapidement, par les techniques d'alchimie interne, c'est-à-dire la circulation des souffles, dont on sait que c'est une énergie qui nourrit tout autant que des nourritures terrestres. Voilà. Donc ce mythe, il est vraiment porteur de tout ce transfert de l'angoisse du périssable. On a cette hantise de la faille primordiale qui est effectivement inscrite dans ce mythe. Et les rites funéraires et les rites mortuaires ont pour but de décorporer le mort, c'est-à-dire de le couper de tout ce qui pourrait rappeler la vie, un lien à la vie. C'est pour ça que dans certains rites funéraires, par exemple en Afrique, 3 ans après avoir enterré le mort, on déterre, en Chine aussi, on ressort les os, on les lave, voilà, on enlève tous les lambeaux de chair qui auraient pu subsister. Et donc c'est un rite très important de lavage des os qui montre que voilà, on est bien séparés dans des mondes séparés. Tout ça, c'est pour prévenir la hantise et que chacun reste bien chez soi. Et c'est à partir du moment où cette séparation peut être actée que l'on peut se relier. Voilà, que l'on peut se relier à nos morts sans avoir peur d'en être hanté.
Mais ça passe forcément par un acte de coupure, par un acte de séparation, à partir duquel on peut se relier sur un autre mode, puisque la conscience reste présente, et on en a 1000 témoignages à travers des signes qui peuvent être envoyés. En tout cas, c'est intéressant, le travail de Vinciane Després recueille ce genre d'indices, comment les gens restent en lien avec leur mort et comment il peut leur apparaître. Donc il y a vraiment un grand intérêt. Actuellement, beaucoup de livres qui paraissent sur cette question. Et l'écriture, Sandrine, parce que c'était le point qui m'avait fasciné dans votre livre, quand vous dites que les premiers signes d'écriture, ils sont provoqués au cours de rituels par le feu sur la carapace d'une tortue. Oui. C'est incroyable. Oui. Alors, c'est vrai que l'écriture en Chine, elle a une origine primordiale, c'est-à-dire qu'elle est née en même temps que ces fameux souffles primordiaux, donc elle est d'ordre sacré, elle est d'ordre céleste. Sa première fonction est divinatoire, et effectivement, elle apparaît. Par le feu, on faisait craquer les carapaces de tortues ou des os. Et donc, ces craquelures étaient interprétées comme des signes d'écriture d'origine divine. Donc, c'était toute la dimension divinatoire, divine, portant justement une révélation divine. Voilà. Donc, ce sont des craquelures oraculaires sur les carapaces de tortues ou sur des os de moutons. Et ça, c'était, on va dire, au 2e millénaire avant Jésus-Christ à peu près. Et c'était interprété par les devins. Et ces signes graphiques, ils étaient apparentés à des symboles de sources divines, avec donc des vertus magiques, une fonction rituelle. Donc ça, c'est vraiment l'origine de l'écriture chinoise. Elle est donc, on va dire, divinatoire et d'origine céleste. Avec une aspiration vers les forces célestes, oui. La partie haute du symbole, et les forces oui. terrestres, presque du mal. Oui, c'est ça. La partie inférieure. Oui. Et il y a vraiment une dimension, c'est ça qui m'a passionné dans ce texte que vous m'avez envoyé, que vous avez écrit il y a déjà pas mal de temps. J'avais 31 ans, oui. Ça remonte à loin. Et qui est passionnant, mais qui est dense. Ce texte où vous révélez la fonction incroyable. Enfin bon, comme M. Jourdain pratique la prose sans le savoir, nous, on pratique tous l'écriture sans savoir cette fonction sacrée, mais on s'en doute un petit peu de l'écriture que vous révélez. Elle est ainsi reçue dans la tradition chinoise, mais c'est assez proche en fait de ce que nous apprenons, par exemple dans la Bible, la fonction de l'écriture qui vient quasiment de l'inspiration divine chez les prophètes. Et l'écriture en fait, elle sert à maîtriser les forces sacrées d'un espace qu'on ne contrôle Absolument. Et ça nous ramène à la notion d'efficacité. On pourrait même dire d'efficience. Je pense que le mot efficience nous permet de mieux comprendre en fait comment cette écriture peut faire lien avec une résolution ou le fait de maîtriser quelque chose. Quel peut être le lien? Donc c'est tout l'objet effectivement de cet article. Donc c'est de par le fait qu'elle est investie, révélée, et donc elle contient des vertus magiques. Et cette efficacité dans le rituel d'écriture, parce qu'il y avait des véritables rituels d'écriture qui se sont développés notamment à partir de l'époque des Song, à partir de notre premier millénaire, enfin de l'an 1000 on va dire, de notre 2e millénaire, pardon. Et comment cette écriture pouvait donc ces rituels d'écriture pouvaient avoir prise sur les démons, les amérantes, remettre de l'ordre dans le monde. Et c'est Marcel Granet, qui est un immense sociologue spécialiste de la Chine, qui a écrit des livres absolument fascinants, notamment, lui, il travaille beaucoup sur des documents très très anciens, danses et légendes chinoises, fêtes et chansons dans la Chine ancienne. Donc il s'intéressait beaucoup à tous ces rituels de la Chine ancienne, et il écrit que dès que les emblèmes graphiques furent inventés, les démons s'enfuirent en gémissant. Les humains avaient prise sur eux. Voilà. Donc cette écriture qui permet d'avoir prise sur quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible. C'est toute la vertu du talisman qui peut encapturer quelque chose, peut faire fuir quelque chose, tout d'un coup, le talisman est comme un nœud énergétique extrêmement puissant qui condense tous les souffles primordiaux dont il est issu. Il rappelle ça. Il rappelle en lui... Qu'il y a des forces magiques. Voilà. Il rappelle en lui, en fait, ces souffles primordiaux dont il est issu, donc qui sont encore présents en lui par le simple trait d'encre qui va donc le dessiner sur la feuille. Quand on voit une lettre chinoise, ou quand on voit... Moi, j'ai fait le lien... un idéogramme chinois. Oui. Et j'ai fait le lien avec l'hébreu, celui notamment dont parlait Annick de Souzenel, souvent même au micro Zétéo. Mais j'ai forcément fait un lien. Il y a une vision, il y a même une fonction thérapeutique pour le coup.
Oui. et divinatoire. Et complètement. Ce qui est divinatoire a une dimension thérapeutique, c'est intimement lié. Oui. Parce que pourquoi on va demander, on va chercher une réponse en fait. On demande une réponse, on pose une question pour obtenir une réponse par rapport à une maladie, un mariage, etc., une hésitation, un trouble de la vie. Donc cette écriture, elle est déchiffreuse du monde. C'est une écriture qui déchiffre, qui aide à déchiffrer le monde et donc l'humain dans son mystère. C'est un peu comme un objet médium qui embrasse le ciel et la terre. Elle est constituée de ces souffles primordiaux originels et dont elle est toujours porteuse. On les réactive en dessinant le talisman. Le simple fait de connaître le talisman qui était transmis secrètement d'initié en initié réactive ces souffles primordiaux. Donc on est de nouveau dans un grand tout. Et c'est vrai qu'on retrouve dans les corpus d'écriture sacrée taoïste énormément d'écritures démonifuges, des livrets entiers d'écritures démonifuges. Qu'est-ce que vous voulez dire par démonifuges ? Eh ben, ce sont des écritures démonifuges, des écritures talismaniques qui permettent de chasser les démons, de chasser les nuisances, de nettoyer, de séparer tout ce qui pourrait être de l'ordre de la hantise. Justement, ça remet de l'ordre entre ces deux mondes, le monde des morts, des malmorts, et notamment le monde un peu démoniaque de ces âmes errantes qui n'ont pas été, qui sont orphelines, qui ont échappé aux maillons de la généalogie, justement, aux maillons du transgénérationnel. En fait, on a reçu, avec l'écriture, c'est ce dont j'ai pris conscience en vous lisant, et j'avais déjà eu cette intuition avant. Le don de l'écriture, c'est comme le don de la parole, c'est un don divin qu'a reçu l'homme. Oui. On n'en est pas conscient. Ben, on n'en est pas conscient. C'est pas divin tout le temps. La puissance, le fait d'inscrire, la même chose quand je dis tout à l'heure, quand les patients Vous parlez d'écriture automatique tout à l'heure. Oui, l'écriture automatique, ou le simple fait d'écrire le nom, le prénom, les prénoms de son arrière-grand-père sur une feuille et de mettre une date de naissance, on inscrit quelque chose. On inscrit quelque chose et ça active quelque chose dans le tissu vibratoire transgénérationnel. Donc en fait, toutes ces écritures démonifuges que l'on trouve dans les corpus anciens taoïstes, à partir des premiers siècles de notre ère, ils sont évidemment enracinés dans des pratiques chamaniques extrêmement anciennes, qui remontent à l'Antiquité et qui perdurent aujourd'hui dans les pratiques actuelles. Et donc voilà, ce que je disais, c'est qu'elle émane donc de ces souffles primordiaux d'avant la création du monde, avant que le yin et le yang se séparent et se mettent sous l'influence de la dynamique du Tao à se générer l'un l'autre. Et elles sont comme les préfigures de l'essence des choses. Donc c'est comme si l'essence des choses était contenue dans ces écritures secrètes et magiques. Donc il y a une nature transcendante de ces signes qui sont faits de souffles, ces fameux souffles primordiaux. C'est pas le cas de toutes les écritures, par exemple le latin. Oui, moi je parle des écritures chinoises qui sont qui sont utilisées lors des rituels. Parce qu'il y a des écritures où il y a beaucoup de symboles. Je pense à l'arabe, l'hébreu, évidemment, l'écriture hébraïque en est un très très bon exemple. Oui, effectivement, la puissance des lettres hébraïques aussi, qui sont en fait pétries de ces souffles aussi, de ces souffles sacrés. Donc, ce sont les souffles Qi d'un monde caché. Ce sont des écritures qui nous permettent de revenir à ce monde caché, à ces mondes subtils. Le simple fait de les dessiner, de faire un rituel, nous met en contact avec l'essence même des choses. C'est ça le raccourci qui est très intéressant. Même le dessin. On appelle ça des chunwen, des écrits réels. Voilà. Donc ce sont un peu comme des emblèmes archétypaux de la forme véritable et parfaite de toute chose. C'est pour ça que pour le mont Fangdu, on a aussi une carte ésotérique dont je parle dans le livre, puisqu'il y a tout un rituel qui va se faire à partir de cette carte ésotérique, qui est une sorte de carte ancrée des méandres intérieurs de la montagne, un peu comme presque un système digestif dans lequel le maître taoïste va voyager tout en l'incorporant, c'est-à-dire que c'est à la fois dans son corps et en même temps dans la carte qu'il voyage. Et ça nous montre aussi la puissance de l'écrit où on est parti de l'époque de l'Antiquité chinoise où on n'avait aucune représentation du monde des morts. On disait que c'était un cloaque, des sources jaunes proches des habitations. Dès qu'on grattait un peu la terre, les âmes sortaient, etc. Bon, donc c'était tout à fait basique et peu... Voilà, mais en fait, peu à peu, donc on a cet extraordinaire mont Fangdu, île montagneuse qui apparaît dans la mer du Nord, en Chine, à l'issue des grands voyages chamaniques de Yangtze. D'abord mythique et ensuite réel. Voilà, et donc après, ça va s'inscrire sur une vraie montagne
Mais parallèlement Ça, c'est dans la forteresse des âmes mortes. Voilà. Les lecteurs c'est ce que je raconte. Donc moi, je travaillais vraiment entre cette dimension mythique du mont Fengdu, qui était une forteresse imaginaire dans laquelle les Malmorts étaient enfermés le temps de pouvoir évoluer, et parce qu'il n'y a jamais de sort non plus totalement funeste. Et puis il y a tout d'un coup cette inscription de ce mythe dans un lieu réel, le long du fleuve Yangtze dans le Sichuan. Mais parallèlement à cette époque, donc ça, on est au début du 2e millénaire de notre ère, il y a tout un courant d'écriture talismanique, thérapeutique, qui s'élabore, puisqu'on a commencé à partir de Yangtze et de la représentation qu'il a rapportée de ses transes. Donc il décrit très précisément l'équivalent de la Divine Comédie de Dante, c'est-à-dire qu'on est complètement sur une île, on se promène avec lui, on découvre les forteresses, ce qui est cultivé sur cette île, le sort des âmes, etc. Donc on se promène, on découvre même plein de personnages célèbres qu'il évoque et qui errent là-bas. Mais après ça, on a commencé à faire des représentations cartographiées, des peintures qui étaient présentes dans les rituels. Donc, tout d'un coup, on avait une représentation de plus en plus visuelle. Voilà. Et effectivement, Fengdu permet des très, très grands pèlerinages qui ramènent des dizaines de milliers de gens qui viennent d'autres provinces marcher dans la montagne, qui est, elle, recouverte d'une géographie sacrée qui représente l'au-delà, donc qui nous permet de voyager dans l'au-delà à la rencontre. Donc on est vraiment dans le soin transgénérationnel par excellence. C'est un grand lieu médiumnique où on va à la rencontre des défunts et aussi de la cause de nos propres malheurs, tout ce qui n'a pas été dénoué, tous les secrets de famille dans le transgénérationnel. Donc on se soigne tout en allant rendre un culte à nos défunts oubliés. Et en même temps, parallèlement à ça, il y a ce développement donc de ces écritures talismaniques qui prolifèrent comme des fleurs dans des coquelicots dans un champ à cette époque-là, vers le 11e, 12e siècle, à l'époque des Song. Et donc on est vraiment beaucoup de thérapeutes qui apparaissent à plein d'endroits pour aider les gens à faire ce passage et à se réconcilier avec le monde des morts. Donc il y a une nature transcendante de ces signes. Schipper, mon grand maître adoré, Christopher Schipper, dont on avait parlé dans la première émission, et puis qui a malheureusement disparu en 2021, je crois, dans cette époque terrible du Covid. Il expliquait que les premiers signes d'écriture, ce sont les montagnes et les fleuves. Voilà, ce sont les premières écritures qui apparaissent, ce sont les montagnes et les fleuves. Donc c'est intéressant de savoir que en Chine, les montagnes et les fleuves sont considérés comme étant des écritures des écritures géologiques. Mais c'est peut-être le cas chez nous aussi, sauf qu'on le sait pas. Oui, tout à fait. On pourrait interroger aussi notre propre tradition à ce sujet. Donc voilà, la géographie, c'est la première forme visible de l'écriture archétypale qui est issue des souples primordiaux. Donc ça, c'est très beau. Moi, cette idée, elle me fascinait quand je faisais ma thèse. Et donc, il y a tout un chapitre de ma thèse, mais que je retranscris aussi dans le récit de la forteresse des âmes mortes, dans laquelle je parle justement de cette géographie-là, des puits qui s'enfoncent dans la montagne, qui se connectent au fleuve. Lorsque les eaux du fleuve montent, c'est comme si l'eau remontait dans les puits ou dans les infructuosités, et donc comme si cette montagne devenait une île flottante. Donc voilà le lien entre toutes ces fleuves qui se relient entre eux et qui ramènent aussi au monde de l'au-delà. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'avait absolument fascinée. Donc l'écriture, elle est née dans le même jaillissement que le commencement originel. D'où l'importance de l'écriture. D'où l'importance de cette écriture sacrée et d'où sa puissance, la puissance de ces idéogrammes. C'est vraiment, l'écriture, ces signes, ce sont comme la matière vive, la force vive du cosmos. Voilà, elles sont imprégnées de la force du cosmos, qui précède donc la création du monde. Même lorsque nous écrivons, quand j'écris en français, par exemple, avec un alphabet latin, il y a cette puissance quand même. Parce que là, nous parlons d'écriture, on parle d'idéogrammes chinois ou de lettres hébreuses. C'est pas très difficile d'imaginer parce qu'elles ont une force symbolique telle. Mais lorsqu'on a nos alphabets, le sanskrit aussi peut être chargé, mais notre alphabet latin, il paraît complètement épuré de tout ça. Oui. Dans l'alphabet, oui, je pense que les lettres arabes et les lettres hébraïques sont beaucoup plus reliées à cette force magico-religieuse. Comment essayer justement originelle. Alors pour nous qui sommes héritiers de l'alphabet latin, que pouvons-nous, on peut hériter de quoi ici? Comment peut-on mettre en pratique, y a-t-il des liens ou quelque chose qu'on peut retenir?
Après, l'assemblage de ces lettres, de cet alphabet, de ces lettres de l'alphabet, permet d'écrire des textes aussi. Exactement. De la même manière, quand on écrit un mantra, ce sont aussi des mots. Quand on écrit une prière, il y a toute la puissance de l'écrit. On parle des écrits mystiques aussi dans notre tradition. Donc, ce sont des écrits, c'est comme dans l'écriture automatique, où tout d'un coup, le saint ou la personne qui a été traversée tout d'un coup par une illumination transmet une parole puissante qui la dépasse complètement. C'est aussi ce que l'on peut découvrir dans les extraordinaires dialogues avec l'ange. Bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une parole aussi, c'est une parole mystique et ésotérique, et qui est en même temps une parole très pragmatique, qui est transmise, révélée. Une parole révélée qui va s'écrire avec l'alphabet. Donc, voilà. L'écriture chinoise ne fonctionne pas sur un alphabet. Ce sont au départ des pictogrammes, c'est-à-dire que chaque idéogramme, chaque caractère chinois est composé de plein petits pictogrammes. Donc, on peut reconnaître la main, le soleil, voilà. C'est comme un petit rébus que l'on pourrait déchiffrer. Et puis, c'est rajouté à cela des signes qui en font des idéogrammes, c'est-à-dire des signes qui incarneraient plutôt une pensée, quelque chose de plus abstrait que quelque chose d'aussi prosaïque qu'une montagne, une rivière. Donc il y a un mélange dans cette écriture. Voilà. Donc en fait, le lien magico-religieux de l'écriture talismanique dont on parlait tout à l'heure, et des diagrammes mystiques comme celui de la montagne Fengdu, qui est d'ailleurs publié dans le livre. Ces liens avec le cosmos, quand elles sont révélées à l'adepte, à l'initié, à celui qui va pouvoir accomplir le rite, eh bien, c'est pour pouvoir maîtriser les forces sacrées d'un espace au-delà. Donc, vous voyez, ce sont des forces qui viennent de l'au-delà, et quand il en a la connaissance, qu'il en est le réceptacle, il est comme un alchimiste qui joue avec ça, avec son pinceau et son encre, et donc il est dans la capacité de pouvoir circuler ou revenir ou voyager dans le cosmos, ou revenir à ces énergies originelles. Et du coup, la communication se fait directement, on passe plus par le chaman, on passe par ces signes. Exactement. Donc ça, c'est ça qui est aussi très intéressant. C'est comme si on transférait un pouvoir spirituel de l'homme au talisman. On passe plus par le chaman, c'est le talisman qui est porteur directement de ces énergies. Et donc pour le coup, on n'a plus besoin, on est soi-même en écrivant en lien direct avec le sacré. Tout à fait. Et c'est ce qui se passe dans l'écriture automatique. Alors moi, j'ai une patiente, il y a pas très longtemps, on parlait d'un de ses arrière-grands-oncles dont on avait peu d'éléments dans la famille. Il y avait une disparition soudaine pendant la guerre. On ne sait pas trop ce qui s'était passé, donc c'était un des secrets. Et puis, donc on a travaillé un petit moment sur lui. Et puis la séance suivante, elle me dit, mais c'est très étrange ce qui s'est passé juste après la séance de la dernière fois, parce que j'étais en train de faire ma vaisselle tranquillement, et voilà, repas de famille, dans ma vie quotidienne. Et puis tout d'un coup, pendant que je faisais ma vaisselle, j'entends une petite voix qui me dit prends un crayon. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est étrange, qu'est-ce que c'est que cette petite voix? Et donc elle a dit, je vais d'abord finir ma vaisselle, et puis après on verra. Et puis donc la petite voix continuait, et donc elle a pris un papier et un crayon, et donc c'est écrit une lettre absolument magnifique de cet arrière-grand-oncle qui s'adressait à elle, alors qu'elle savait pas du tout qu'est-ce qui se passait, elle le connaissait pas, et donc il y a un texte qui est apparu sous une forme complètement automatique, où lui parle de lui-même, de ce qui lui est arrivé, et il lui parle d'elle, de ce qui se passe pour elle actuellement par rapport à la question qu'elle pouvait se poser de sa propre problématique de vie. Donc il y a tout d'un coup une révélation qui vient de cet écrit. Donc voilà, il y a des liens qui se font par-delà des frontières assez subtiles. Moi, je trouve que tout ce que peut nous dire aussi la physique quantique est très riche, parce que ça vient corroborer ça. Et c'est là que l'on voit que entre la physique quantique et ce que disaient les taoïstes de la Chine ancienne, il y a énormément de liens, énormément d'analogies que l'on peut faire. Je pense ça, c'est formidable, parce que comme la physique quantique, c'est une révolution du XXe siècle, ça veut dire qu'on n'est qu'au début de redécouvrir ce qu'on savait, en fait, c'est pour ça il y a très longtemps. Tout d'un coup, il y a un cercle qui se fait, et il faut écouter. Moi, j'aime beaucoup tout ce que nous dit et nous partage Philippe Guillemont, qui est un physicien quantique, et qui, il a publié quelques livres aussi. Il donne beaucoup, il est très généreux, il donne beaucoup de conférences, et il parle très, très, très bien ça. Enfin, il transmet très facilement quelque chose qui est assez bonne obscur, idée. Et donc ça, c'est vraiment une personne exceptionnelle que j'écoute régulièrement. Et donc cet écrit talismanique, entre sa propre géographie secrète
et celle du monde des morts, il permet la traversée des limites. C'est ça qui se joue en fait. Donc on est revenu dans cet univers où on peut justement être en lien avec nos morts. Oui. On n'avait pas forcément conscience des vertus, des fonctions même. J'aime pas trop le mot magique, mais en tout cas presque divine de l'écriture et de cette puissance qui nous relie à la puissance divine, comme le mot, comme la parole. C'est ça, c'est un territoire écriture. L'écriture est comme un territoire. On le voit, c'est aussi des aires de combat. Quand le maître va devoir écrire son délaissement, il doit d'abord définir une sorte d'aire sacrée. Donc c'est comme une aire sacrée sur laquelle se passent plein de choses. Voilà, c'est comme une carte mandala. Et l'enjeu, en tout cas dans ce qui concerne les rituels funéraires en lien avec les malmorts, c'est vraiment toujours de se défaire de la mort du mort, c'est-à-dire de bien marquer cette séparation et de pouvoir encadrer cette errance du mort, ces éruptions intempestives. C'est souvent, c'est comme dans les exorcismes, dans notre religion catholique aussi, on essaye de faire ressortir de la personne ce mort qui vient. C'est souvent, à mon avis, des secrets transgénérationnels qui venaient hanter notamment des jeunes filles qui étaient beaucoup plus sensibles ou des enfants qui sont très ouverts. Les enfants sont très ouverts avant l'âge de 6 ans à recevoir des messages et ils ont facilement de la télépathie. Ils peuvent lire dans la pensée des adultes. Il se passe plein de phénomènes étonnants. Donc on a des outils en nous. On commence à beaucoup étudier ces choses-là, même scientifiquement. On étudie même parfois les récits que font des petits-enfants, de jeunes enfants de vie antérieure dont ils se souviendraient. Donc il y a toute une recherche qui est faite aussi par des neurologues sur ces questions-là. Donc vous voyez, c'est intéressant. On est à un grand tournant où tout d'un coup, on veut se relier à cette dimension qui est notre lien. Ce que nous dit Philippe Guillemant, c'est que depuis 2 ou 3 siècles, on vit dans une fausse réalité. Que la science est quelque chose d'extrêmement important, est un filtre, mais c'est un filtre aussi qui nous donne à voir la réalité sous une certaine forme, et c'est pas le seul. C'est comme si de suivre le chemin de la science avait exclu tous les autres modes d'appréhension du monde et de déchiffrement du monde, et que du coup on a perdu tout contact avec cette habilité que l'on a. Mais on est en train de le retrouver. Et on est dans cette recherche-là, justement. Et vous nous y aidez aussi, Sandrine Chonives. Vous voulez encore rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a dit sur l'écriture ? Je crois qu'on a dit tellement de choses, Guillaume. Mais je vous remercie de tout cœur, Sandrine. C'est absolument passionnant. Là, vous m'avez dit que vous n'avez pas beaucoup de temps parce que vous aviez d'autres projets d'écriture après La Forteresse des âmes mortes. Oui, j'ai un autre projet. C'est un roman. Oui, vous m'avez dit. Alors, je vais peut-être pas en dire beaucoup plus parce que... Non, mais je souhaite vraiment qu'on en parle bientôt au micro de ZTO quand il sera publié. Absolument, avec grand plaisir. Et voilà. Sandrine, je tiens à vous remercier. C'était dense comme d'habitude et passionnant. Et puis alors peut-être pour les auditeurs qui aimeraient avoir une lecture plus pointue sur tout ce dont on a parlé pour l'écriture, j'ai mis en ligne sur mon site l'arbredesnoués.com dans la petite rubrique publication quelques articles un peu spécialisés. Je mettrai le lien alors, il va ça peut être accompagner cet épisode. pour certaines personnes. Très bien. Voilà. Merci infiniment, Sandrine. Je vous remercie beaucoup, Guillaume. Ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Moi aussi. À bientôt, chers auditeurs, pour un prochain épisode et aussi un jour avec Sandrine, certainement. Au revoir. Au revoir.